Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de deux actions qui m'intéressent. Nvidia que j'ai en portefeuille et les résultats arrivent. Donc comme d'habitude j'aime bien préparer les résultats, ce que je vais surveiller dans la destinée aux investisseurs, faire du qualitatif, du quantitatif, regarder les chiffres, les questions auxquelles je souhaite qu'ils répondent, etc. Et en deuxième partie de vidéo, on s'attaque à Essilor-Luxottica, entreprise qu'on a déjà couvert plusieurs fois sur la chaîne, notamment pendant la fin de la hausse et puis la longue baisse, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui à un prix que je comprends, que j'ai appelé un prix max perso pour commencer l'analyse, et on y est. Donc je tenais à en reparler, et j'ai reçu plusieurs commentaires et des DM aussi dans la communauté, des messages me demandant d'en reparler. Donc on va faire les chiffres d'Essilor-Luxottica, mais aussi et surtout des questions qualitatives. Maintenant que sur le prix on arrive sur des niveaux sur lesquels pour moi on peut commencer une analyse et, sans perdre de temps, parce que si on est trop cher ça sert à rien de passer du temps sur le qualitatif. Là je vais commencer à ouvrir le débat sur ce que fait l'entreprise, les avantages compétitifs, la capacité à fixer les prix, l'intégration verticale, quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur ce business et que j'ai sur d'autres entreprises qui fabriquent des produits, ce que j'aime bien. Donc voilà, vidéo qui devrait être assez complète, j'espère qu'elle vous intéressera. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je vous ai fait un post school tout à l'heure, parce que oui, là on parle de deux actions, mais il y a aussi plein d'infos cette semaine, notamment sur l'économie. On a l'indicateur de l'inflation favori de la Banque Centrale Américaine, le PCE, qui va tomber. On a la réunion à Jackson Hole, le sommet des banques centrales, comme chaque année, aux US, les différentes banques centrales des US qui se réunissent là-bas avec un discours attendu de Kevin Warsh en fin de semaine. On a ce qui se passe au niveau du Trésor américain et l'annonce de rachat massif de dette pour aider au niveau des taux. Donc il se passe plein de choses. J'en ai fait un gros post et je vous en reparlerai aussi sur YouTube, et j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Et comme d'habitude, il s'agit encore de conseils en investissement, et pour ceux qui voudraient nous rejoindre dans la communauté, n'hésitez pas, c'est sans engagement, c'est là où je fais des posts au quotidien, des vidéos au-delà de YouTube, où je partage mon parcours, et surtout, on est de plus en plus d'investisseurs à échanger, à partager notre vision des choses, nos analyses, et je me permets d'en parler parce que la dynamique elle est excellente, ça fait plaisir. Et en plus, c'est sans engagement, donc au bout d'un mois, vous pouvez soit rester, soit continuer que sur YouTube. Allez, on attaque avec la vidéo. Nvidia, préparation des résultats pour moi. On attend pour le deuxième trimestre 2027 91 milliards de dollars de chiffre d'affaires et des marges brutes à plus de 74%, presque 75%. Je me suis amusé à le faire dans les documents financiers que je vous ai annotés ce matin. J'ai passé pas mal de temps à me préparer cette vidéo. Et on voyait, on est à 74,9% de marge brute contre 60% sur le premier trimestre l'année d'avant, sachant qu'ils reportent en décalé. Eux, ils appellent ça le deuxième trimestre 2027, celui qui va arriver mercredi soir à la fermeture des marchés, mais on est bien en 2026, c'est juste qu'ils sont en décalé. Et je m'attends, vous voyez, à la fin de l'année, à un chiffre d'affaires à plus 60% par rapport à 2025, autour des 345 milliards de dollars. Les analystes m'attendent à plus de 400 milliards. J'espère qu'ils auront raison, on est bien parti pour, cependant vous savez que j'aime bien faire des analyses où je mets un petit peu, entre guillemets, des chiffres conservateurs, quitte à être un peu patient, parce que voilà, quand on est sur une euphorie, les prix peuvent être élevés, et un jour, sur une petite peur, on peut facilement revenir à des valorisations qui me plaisent plus, en tout cas historiquement j'aime bien faire ça. Et vous voyez, sur le long terme, de la même façon, les analystes nous mettent en 2030, 2031, entre 800 et 900 milliards de chiffre d'affaires. De mon côté, je suis plutôt entre 6 et 700. Je mettrai donc à jour mon fichier prix cible comme d'habitude, et je pense que mon prix cible va encore monter. Chaque trimestre, il prend quelques dollars. Mais on est, j'en reparlerai un peu après, pas sur des prix choquants sur Nvidia. On est peut-être un peu cher à mon goût, surtout par rapport à quand je l'avais payé un peu moins cher à l'époque, mais c'est pas non plus quelque chose de choquant. Un autre point à noter, la capacité à fixer les prix en ce moment est flagrante. D'ailleurs, ça se voit dans la demande déjà sur le chiffre d'affaires, et puis même les marges, elles sont en train d'exploser. Sur le très long terme, je veux pas m'amuser à les mettre des marges nettes de genre 71%. Déjà, un 40-45%, c'est très bien, c'est ce que j'ai dans mes chiffres, et je me vois pas forcément à les mettre beaucoup plus, parce que il y aura un jour où quand même il y a déjà les concurrents qui vont forcément arriver, peut-être pouvoir fournir aussi, et on sait qu'en ce moment on a une vraie pénurie sur tous les composants pour les calculs en intelligence artificielle, mais j'ai du mal à imaginer des marges qui tiennent le temps. Et c'est toujours pour ça que je prends du recul dans mes analyses, dans le sens que oui, peut-être qu'en ce moment on a des très bons chiffres ou une euphorie sur telle ou telle entreprise, on le verra après sur Essilor-Luxottica aussi, qui a eu les bénéfices nets qui sont montés fortement, mais c'est pas forcément quelque chose qui pour moi est projetable sur le long terme, puisqu'il peut y avoir des événements qui arrivent tout simplement dans le compte de résultats, des choses qui arrivent qu'une seule année. Et donc j'aime bien aussi ne pas prendre le meilleur moment possible, la meilleure photo possible, des meilleurs chiffres possibles, et de se dire allez, payons n'importe quel prix. En tout cas, c'est pas ma vision des choses. Si je continue.
Au niveau de ce que je veux voir dans les résultats, ça ne me dérange pas qu'il fasse du rachat d'actions. Vous l'avez ici, alors il est où? Mon cash flow statement, il est là, 19 milliards sur un trimestre. Sur un trimestre, sachant que sur un trimestre 2026, on est sur un bénéfice de 58 milliards. Et si vous prenez le cash des opérations, on est à 50 milliards, et au niveau des capex, vous avez 1,7 milliard. Donc vous avez presque 50 milliards de free cash flow qui est redistribué. Pour acheter les actions, ok. Mais moi, s'ils peuvent me l'allouer, si Jensen Huang peut m'allouer ce cash sur autre chose, ça me dérangerait pas. J'aimerais bien qu'ils investissent, je veux les entendre parler de ça. Ils le font, hein, je vous rassure. Hein. Regardez ici, Purchase of Non-Marketable Securities. Donc là, c'est des investissements dans des boîtes privées notamment. Regardez l'explosion de celui-ci. Et donc, ils investissent énormément. Et j'aimerais bien qu'ils investissent encore plus, pas forcément dans du rachat d'actions ou du dividende, mais dans le futur. Parce qu'historiquement, jusqu'à maintenant, ils ont très bien alloué le capital. Et en tant qu'investisseur, moi, si une entreprise peut allouer le capital parce qu'elle voit une opportunité en interne, dans la recherche et développement, dans l'acquisition, ça ne me gêne pas si historiquement, en tout cas, ils m'ont prouvé qu'ils savaient bien le faire, ce qui est plutôt le cas sur Nvidia. Et au niveau des valorisations, si les anticipations du marché, notamment sur le chiffre d'affaires et les marges, sont vraiment aussi bonnes que ce que le disent les analystes, moi personnellement je suis plus conservateur. Historiquement, j'aime bien ne pas être dans l'euphorie quand un secteur est dans l'euphorie, mais essayer d'avoir des chiffres un peu plus prudents et des fois avec la patience j'arrive quand même à venir les acheter. Mais je peux pas non plus dire que ce soit surévalué ou très surévalué. J'ai tendance à acheter sur des grosses écoles, ce que je vous disais, mais quand je regarde les chiffres, vous voyez, on se balade sur un forward PI de 21, donc si on prend les bénéfices par action prévus par les analystes dans un an au niveau du PER, donc dans un an on est à 21, actuellement on est à 32, donc il voit quand même une explosion du chiffre d'affaires et à marge constante du bénéfice, et les marges elles ne font que monter depuis quelques trimestres, je vais vous le montrer, regardez les marges nettes, hein. Là en 12 mois glissants on est à presque 63%, alors qu'il y a encore, un an on était plutôt dans les 50%, donc les marges ne font que monter. Ce qui pour moi, sur le très long terme, ne me met pas forcément à l'aise à mettre genre 60-70% de marge. Je serais plus prudent. Dans mon analyse, je suis entre 40 et 45 à faire varier. Mais quand vous voyez une telle capacité à gagner de l'argent, moi les ratios de prix, je peux pas dire que c'est l'affaire du siècle, que c'est bradé, mais c'est pas si cher que ça. Donc je vais pas aller vendre la position, mais je la renforce pas encore. J'attendrai les résultats, voir où monte mon prix cible, mais voilà, à ce jour je suis pas acheteur, je suis plutôt en train de la suivre, mais j'irai pas parier contre elle ou contre le secteur quand je vois les résultats qu'ils sont en train d'avoir. C'est quand même assez impressionnant. Donc maintenant, pour finir, qu'est-ce que je veux voir dans l'appel destiné aux investisseurs sur Nvidia? L'appel, il va être certainement encore plus important que les chiffres, surtout dans ce secteur où Nvidia donne un petit peu la direction à tout le monde. Et on sait, ou en tout cas on s'attend à ce que la demande soit très forte. Ça a déjà été confirmé par des boîtes comme Taiwan Semiconductor, comme ASML, comme Apple sur la demande des composants. Google et Amazon en parlent aussi. Donc je m'attends à une forte demande. Je veux qu'ils parlent de la recherche et développement et des investissements, ce que je vous disais. Que ce soit sur du private equity, sur du public, dans de la R&D, qu'ils y aillent. Ils génèrent énormément de cash avec leurs opérations. Et je suis super curieux de voir comment ils vont allouer ce capital. Et moi, s'ils me ralentissent les rachats d'actions, et s'ils viennent plutôt me le mettre ailleurs, je serais très content. Et qu'ils m'augmentent pas forcément le dividende, c'est pas un problème non plus. Et en plus, c'est une boîte, je regardais, même les stock-based compensation, donc les compensations en actions destinées aux employés à la direction, ça pèse très très peu par rapport au cash sur les opérations. Regardez, 1,9 milliard pour 58 milliards. En fait, ils ont énormément de cash. Et c'est une situation très confortable pour eux. Et vu que je suis investisseur dessus, vu que je l'ai en portefeuille, j'espère qu'ils vont venir continuer à bien allouer ce cash à des choses qui vont amener le plus de croissance possible. Enfin, je veux qu'il parle du futur, du marché dans son ensemble. Jensen Huang, il a souvent, par exemple, parlé récemment des inference, que pour lui, ça va être encore plus gros que la création de modèles. Donc les inference, c'est de faire tourner les modèles quand on a des requêtes. Et j'ai envie de l'écouter sur où est-ce qu'il voit le marché, où est-ce qu'il voit les pénuries, sur les composants électroniques, sur la RAM. On le sait en ce moment, vous avez des boîtes qui ont explosé en bourse à cause de ça, SK Hynix, Micron. Je veux aussi le voir parler peut-être des pénuries sur l'électricité, ou je sais pas, par exemple encore les transformateurs, le passage de puissance, etc.
Et je veux en entendre parler parce que il peut vous donner des pistes, déjà en expliquant, en parlant, et aussi en investissant. C'est-à-dire que s'il voit un bottleneck qui arrive, donc un goulot d'étranglement, si ça se trouve, eux-mêmes, ils peuvent allouer une partie de leur cash là-dedans. Et donc c'est vraiment pour ça que je vais écouter cet appel avec cette impatience, et surtout parce que ça va donner ça va donner la tonalité à tout le marché, ou en tout cas à tout le secteur des semi-conducteurs. Et donc voilà pour Nvidia. Très content de l'avoir, j'aimerais en racheter plus. Pour l'instant, je joue la patience, mais je parie surtout pas contre eux. En tout cas, c'est ma conclusion. On passe maintenant à Essilor Luxottica. C'est une entreprise dont on a souvent parlé sur la chaîne. On a quand même fait pas mal de vidéos dessus. Vous les retrouverez sur la chaîne. Et en fait, j'en reparle tout simplement parce que j'ai reçu des commentaires, des DM aussi dans la communauté des messages, qui me disaient ça y est, on a touché ton prix que tu avais appelé prix max personnel pour commencer l'analyse. Parce que j'ai déjà expliqué comment je travaille personnellement, et là je vais vous montrer sur Luxottica, mais c'est vrai sur toute action. Si on est trop cher, je ne vais pas m'embêter à aller écouter les appels aux investisseurs, prendre du temps à comprendre le business model trop en profondeur. Évidemment, je le comprends un petit peu quand je fais les chiffres quand même, parce qu'il faut bien savoir où se situent les marges, ce que fait le business, qu'est-ce que fait l'entreprise, tout simplement. Je pense que c'est indissociable de regarder les documents financiers et aussi de comprendre ce qu'ils font, puisque vous déduisez plein de choses. Et quand on fait les analyses chaque semaine, à chaque fois, juste en lisant le business model, on peut facilement deviner quelles sont les marges, est-ce qu'on est en croissance, en décroissance, selon le secteur. On arrive à imaginer pas mal de choses. Donc ce business, la première fois qu'on l'a regardé, c'était en juillet 2025. On va aller chercher où c'était. On était vers là. On était dans les 250 euros. Ensuite, elle est montée à 320. Et cette boîte, j'ai jamais pu dire que je la considérais juste bien en termes de valo. Toujours trop cher, jusqu'à qu'elle arrive à 159 là, la semaine dernière. Donc le moins 50% a quand même aidé à ramener la valo peut-être plus en ligne. Et je vais vous en reparler après dans la conclusion du fait que je pense que c'est simplement la valo qui s'était emballée par rapport aux fondamentaux et qu'on revient juste sur quelque chose qui serait plus cohérent. Et ce fichier que je vous avais montré dans des vidéos, il est là. Les taux de croissance, je pense qu'ils sont un peu élevés, je vais vous en reparler. On a vu que ça a bien ralenti cette année, on va regarder le premier semestre ensemble. Au niveau des marges, je suis plutôt bon à mon avis. Par contre, voilà, prix payé pour le marché, free cash flow, prix par rapport au flux de trésor disponible, 25 fois, c'est un gros max perso, d'où les 159 euros que vous avez ici d'afficher. Et ça, c'est en demandant au moins 12% de discount rate et 10% de marge de sécurité. Et si vous vous mettez à seulement 10% de performance demandée sans marge de sécurité, vous montez jusqu'à les 170, 175 pour juste considérer l'analyse. Encore une fois, c'est un avis que je vous partage de toute façon sur la chaîne. Je vous partage juste ma vision des choses. On peut débattre, etc. D'ailleurs, on le fait au quotidien, d'avoir des avis différents, et je trouve ça passionnant. Au niveau de la taille de l'entreprise, on est sur du 75 milliards de capitalisation boursière, et le chiffre d'affaires en 2025 était dans les 28 milliards. À savoir que on a eu le premier semestre, et on vient de finir en croissance sur le chiffre d'affaires de 9,7%, en constant currency, je vais vous le montrer plus tard, je crois d'ailleurs que je l'ai mis ici. Si vous regardez pas en constant currency, on est plutôt autour des 5. Je vais aller vous le chercher ici, regardez, 5,7. Donc il n'y a pas autant de croissance que ce que j'ai dans mon analyse, mais le fait qu'ils regardent en taux de change constant, moi je leur pardonne à partir du moment où c'est dans les deux sens. Il n'y a aucun souci avec moi, si l'euro se renforce ou l'euro s'affaiblit, bon, c'est important de l'indiquer. Maintenant, il ne faut pas que ce soit juste « Ah, on a eu plus de croissance que ce qui est vraiment affiché dans les chiffres parce que l'euro s'est renforcé, c'est pas de notre faute ». Ok, on peut le dire, mais si un jour l'euro s'affaiblit, il faut dire aussi qu'on a fait mieux que ce qu'on devait faire. Et ça, vous le retrouvez dans les anciens documents. Si la direction venait à le dire que dans un sens, ce serait limite, en tout cas pour moi, parce qu'en gros, ils diraient un petit peu ce qui les arrange. Mais je pense pas que ce soit leur cas, je vous laisserai regarder dans les documents des années précédentes, vous avez eu des périodes dans les dernières années où l'euro s'était affaibli, et donc c'était à leur avantage. Je voulais vous montrer aussi, c'est une boîte qui, j'en ai souvent parlé, investit quand même beaucoup en marketing. En fait, on a des marges brutes élevées, parce qu'ils vendent les lunettes assez chères. Et oui, je ne l'ai pas dit au début, mais bon, j'en ai assez souvent parlé sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez des vidéos où j'explique plus le business model. On est sur un fabricant de lunettes qui a de nombreuses marques et qui a aussi un réseau de distribution, une entreprise mondialisée dans les lunettes pour la vue, et pas que d'ailleurs. Ils font aussi les lunettes de marque, les lunettes de soleil, etc. Mais vous voyez, on a quand même besoin de faire du marketing pour faire les ventes. On est sur
presque un tiers du chiffre d'affaires qui passe là-dedans, ce qui vous fait quand même des marges nettes qui sont plus basses, même si récemment elles ont été assez élevées, mais sur le long terme elles sont plus basses que ça, et je ne m'amuse pas à mettre d'ailleurs des marges nettes aussi élevées dans l'analyse, sachant que c'est un événement momentané, je lisais, qui a eu lieu au niveau de la comptabilité sur le long terme. Sur les marges sur flux de trésorerie disponible, on se balade plutôt autour des 13% de façon assez constante, je peux d'ailleurs déjà vous le montrer. Vous allez le retrouver ici, vous voyez des marges sur free cash flow qui se baladent autour de 12-13% et des marges nettes plutôt autour de 8-10% sur le long terme. Ce que je prendrai dans mon analyse, dans mes projections. Ensuite, on passe au slide suivant et je vais revenir un petit peu sur ce que j'aime sur le business model. Et on va le voir aussi à travers les chiffres. Ils ont un vrai savoir-faire, une intégration verticale et une belle gestion historique. On reparlera en conclusion quand même de l'aspect système de santé que j'ai souvent évoqué. Et en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur la santé. J'ai eu à utiliser des systèmes de santé dans au moins 4 pays à titre personnel. Et je ne peux pas enlever à l'entreprise, entre guillemets, cette exécution historique. Ils ont bien géré les choses, aussi bien en acquisition, en M&A, en marketing, les effets de réseau. C'est un beau leader mondial. Mais ça va encore m'amener sur ces marges. J'en ai souvent parlé des marges sur ce business. Pourquoi ? Parce que moi, quand je vois un business avec des marges brutes très élevées, mais des marges sur le trésorerie disponible et des marges nettes qui baissent fortement, ça peut être le cas sur d'autres boîtes, par exemple, dans le luxe, où on se dit super marge brute, oui, mais il y a un moment, même si c'est du luxe, il faut quand même faire du marketing pour le vendre. Et donc, de suite, quand je pense à ça, je me dis, ok, on arrive à vendre cher, donc pourquoi est-ce qu'on vend cher ? C'est là que je vais vous reparler du système de santé, des assurances, etc. Et ensuite, si la concurrence arrive, comment on va gérer ses dépenses en marketing face à la concurrence ? Et d'ailleurs, j'ai pas du tout éliminé le business et je veux pas du tout être contre eux, bien au contraire. Je vous le dis un peu déjà à ma conclusion, j'aime beaucoup l'entreprise. Alors, j'aimais pas du tout le prix qu'elle s'est payée pendant tout ce temps-là, et il y a, je sais pas, peut-être 10 vidéos sur la chaîne où je l'ai dit, mais j'aime vraiment cette entreprise. C'est une très belle entreprise européenne, j'ai rien contre eux, juste quelques points qualitatifs que je veux mentionner. Du coup, pour moi, pour maintenir cette marge brute élevée, il va falloir qu'ils continuent à vendre leurs produits très très chers, grâce au médical, aux assurances, au système de santé. Et ça, c'est ma petite histoire que je vous ai déjà racontée. En fait, quand on va chez un opticien, par exemple en France, la première question, c'est souvent combien vous pouvez dépenser. Entendre assurance, est-ce que vous avez une mutuelle, quel est votre budget. Et on vous renvoie faire un devis à la mutuelle si vous ne l'avez pas fait. Et donc on est sur des dépenses qui sont au final en grande partie liées au système de santé local, à la politique, sécurité sociale, les lois, attention à l'antitrust, au fait que s'il y a un monopole, on puisse venir les embêter, c'est quand même un leader mondial. Et encore une fois, c'est pas forcément contre eux, c'est génial, bravo à eux, ce que je disais, bravo pour la gestion historique de cette entreprise. Mais je vais vous donner des exemples, j'ai passé pas mal d'années en Chine, ça se passe pas comme ça là-bas. Hein. Vous allez dans un magasin, déjà il n'y a pas besoin spécialement d'aller voir un ophtalmo, tous les magasins peuvent vous faire le diagnostic sur place, et votre paire de lunettes, vous repartez avec diagnostic et paire de lunettes, je sais pas, vous êtes entre 20 et 30 euros pour des problèmes de vue normaux. On n'est pas sur les mêmes budgets, et quand il faut 3 à 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin pour se faire rembourser des lunettes à 300 euros, j'ai même connu des gens en France qui en fait avaient juste la prescription du docteur de l'année d'avant, la vue n'a pas changé, et ils commandent des paires de lunettes à 29,99 € sur internet. Et je pense qu'on est sur un business qui en partie repose sur ces systèmes. Et je me poserai des questions du est-ce que ça va tenir, est-ce qu'ils vont réussir à attaquer d'autres marchés à l'étranger où les systèmes sont différents. Alors, j'ai regardé leurs chiffres, j'ai vu que par exemple ça fonctionne bien en Asie du Sud-Est, donc je pense que quand même l'effet marque fonctionne, d'où les dépenses en marketing, aller vendre des marques connues, hein, ils ont des très belles marques d'ailleurs, hein, je les regardais, si vous les regardez un petit peu, dans les marques connues qu'ils ont, je crois qu'il y a du Ray-Ban, ils avaient racheté Oakley à un moment, ils ont aussi beaucoup de grandes marques de luxe, on peut aller les regarder ensemble si j'arrive à utiliser leur site. Voilà, vous avez ici toutes les marques, je les avais déjà vues. Vous avez quand même beaucoup de grandes marques, hein. Vous savez pas, Ferrari, Prada, après je connais pas toutes les marques, Tiffany, Ray-Ban, donc voilà. Donc évidemment que ça va pousser aussi aux ventes. Il y a du marketing derrière, donc il y a des dépenses, je vous les ai montrées, et l'aspect santé, qui lui, je pense, repose beaucoup sur, en partie, des décisions liées aux États, aux politiques, au système de santé. Et donc c'est à prendre en compte dans son analyse qualitative. Je pense qu'il y a peut-être un petit risque là-dessus,
qui moi en tout cas me ferait demander une belle décote et pas un prix de, je sais pas, 40, 50 fois les free cash flow pour 8-10% de croissance et 13% de marge. Parce que c'est ce que ça s'est payé à un moment. Hein. Vous prenez, ça s'est payé 60 fois les bénéfices, 40 fois les free cash flow pour 8% de marge nette, 12-13% de marge sur free cash flow et des taux de croissance long terme qui se baladent. Alors il faudrait aller les regarder ensemble. Attendez, on va regarder ensemble. Mais on est sur du 10-12% sur le long terme, hein, en croissance annuelle composée, ouais, c'est ça, vous voyez. Si je vous mets sur le très long terme, 13, 14, et plus récemment, bah, ça ralentit, 11, 9, 6, 5, ouais, ralentissement de la croissance en ce moment, ce qui peut aussi d'ailleurs expliquer hein, la baisse en bourse. Et d'ailleurs, je vous l'ai montré dans les documents financiers tout à l'heure, qu'on avait un ralentissement au niveau du chiffre d'affaires, surtout si on le prend en constant. C'est ce que je vous ai montré, bah, voilà, c'est ici devant vos yeux. Donc, question qualitative à se poser. Moi ici, je pose plein de questions, et chacun poussera son analyse, et après je vous donnerai aussi un peu ma conclusion. Je penserai aussi aux concurrences attendues. On pense à Google, à Apple qui travaillent sur des lunettes connectées. Alors j'aime beaucoup le partenariat avec Meta, c'est même plus qu'un partenariat, puisque Meta a pris des parts dans EssilorLuxottica, et je pense, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, pour moi c'est une vraie reconnaissance de leur savoir-faire, le fait qu'ils ont des usines, qui fabriquent des produits, qu'ils ont des chaînes d'approvisionnement à travers le monde entier, des grandes marques, etc. Je pense que ça a une vraie valeur. Et d'ailleurs, je crois, je l'avais vu, je vais vous le regarder, je vais faire ça en direct, dans les actifs intangibles, j'avais beaucoup aimé, ouais c'est ça, ils n'ont pas abusé. On n'est qu'à 9,5 milliards d'actifs intangibles. Pour une capitalisation boursière, je vous ai dit, de 75 milliards, ben franchement ça fait plaisir, parce que je pourrais vous prendre des boîtes, allez, au hasard, je vais encore parler de l'automobile, vous allez voir les actifs intangibles, la valeur qu'on donne aux marques, etc., je pense que vous allez sourire si vous allez regarder. Vous verrez, et vous m'en donnerez aussi votre opinion. Je ne sais pas si les marques valent vraiment ce qu'il y a écrit dans les bilans. Et ensuite, Property, Plant and Equipment, hein, ils ont l'usine, etc., pour pas loin de 6 milliards. Donc ça, j'aime bien. On a aussi du tangible. Et d'ailleurs, ça ira dans mon conclusion. J'aime le fait qu'on fabrique des vrais produits. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai plein de business comme ça en portefeuille. Il y a un moment, on fait des choses aussi dans la vraie vie. Et c'est pas si simple que ça, parce que il faut se battre sur les marges, vous avez des chaînes d'approvisionnement, quand on intègre verticalement, c'est mieux, c'est ce qui se passe en ce moment sur l'automobile, où c'est plus des assembleurs d'automobiles que des fabricants de voitures, et ça se passe très mal pour eux. Normal, parce que quand quelqu'un arrive et il fait tout en interne, compliqué sur vos marges, parce que la concurrence, pas simplement, elle a des meilleures marges, et eux, ils le font, donc j'aime beaucoup ça. Je vois pas, par contre, ça comme une énorme menace à court et moyen terme. Clairement, je vois pas un Google ou un Apple aller disrupter EssilorLuxottica la semaine prochaine. Sur le très long terme, on peut avoir des disruptions technologiques, mais voilà, sur le court terme, je suis pas trop inquiet, voire même sur le moyen terme. Et par contre, se poser des questions, encore une fois, sur les marges sur le long terme. La concurrence, ça a tendance à vous faire baisser les marges. Constant contre non constant sur la croissance du chiffre d'affaires, important à surveiller, dans le sens que quand vous faites vos projections, ne pas aller mettre 15, 16, 17% de marge, peut-être prendre des marges quand même plus raisonnables sur le long terme. Moi, sur les marges sur flux de trésorerie disponibles, je suis à 13%. Et au niveau de mes taux de croissance sur le chiffre d'affaires, je pense que je suis un peu optimiste cette année. C'est un fichier que j'avais fait pour dégrossir il y a pas mal de temps. Peut-être plutôt se mettre à 7-8%, ce qui vous ferait un peu baisser le prix à payer, certainement dans les 150 €. Parce que même sur le long terme, les analystes, ils m'ont mis en chiffre d'affaires, je vais vous le retrouver, en 2031 autour de 46 milliards, et moi je suis en 2031 à 46 milliards, et j'étais plutôt à presque 47 à 10%. Donc faire ralentir un peu les croissances. Et aussi l'autre point important, je paye 25 fois les free cash flow, max. J'aurais certainement tendance à être un petit peu plus exigeant et aimant les bonnes affaires. En tout cas, ma vision des choses, hein. Je pense que là, on est sur un prix acceptable, j'en reparlerai en conclusion, je pense que le prix c'était complètement emballé, et aujourd'hui ça se paie combien, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors attendez, je vais renlever, on va regarder le graphique ensemble. En ce moment on est dans les 20 fois les free cash flow, c'est mieux. Et si vous allez vous mettre à 22,5 voire 25, voilà, certainement clairement sous les 160 €, très très bonne affaire, peut-être dans les 120, 130, 140. Chacun fera ses chiffres. Moi, je vous partage ici des projections, et je sais que vous mènerez les votes et que vous prenez vos propres décisions.
Mais j'aime beaucoup ce que je vois. Attention aussi à tout ce qui se passe dans les comptes de résultats, sur le fait que les marges peuvent bouger très fort d'un trimestre à l'autre s'il y a des événements dans l'income statement. Regardez les documents sur le long terme quand même, et pas que les gros titres ou qu'une super publication d'un trimestre. En tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà un petit peu, on passe à ma conclusion. Je comprends vraiment l'intérêt, enfin, sur le ratio risque-récompense. Et la baisse, à mon avis, elle est en grande partie liée plus au ratio de prix qui reviennent en ligne avec les fondamentaux. Donc moi, dans mon analyse, on est sur un 8-10% de croissance, ce qui est franchement honorable, c'est très bien. Des marges très honorables à 13%, surtout pour une entreprise qui fait des produits, et un prix payé par le marché, voilà, dans un moment un peu difficile, 20 fois les free cash flow, et peut-être dans un moment où ça va bien, 22,5, 25 max. Je resterai plus dans les 20 pour aller chercher de la décote. Mais encore une fois, je vous partage, vous voyez les projections, de toute façon vous pouvez mettre en pause la vidéo et vous verrez combien ça vous met, ou alors vous faites le fichier de votre côté, de toute façon je sais que vous faites vos analyses. Mais je pense qu'en fait on revient tout simplement en ligne sur le prix, alors que le marché s'était emballé. Et le marché s'emballe parfois, et il est pessimiste parfois. Et en ce moment, il est peut-être juste neutre. Je pense pas qu'on soit dans le pessimisme absolu sur Essilor-Luxottica. Je pense qu'on est juste, depuis mai, sur un prix cohérent pour une vision long terme sur quelqu'un qui aime bien la boîte. On n'est pas sur un prix massacré, et on n'est pas sur un prix où je peux dire c'est trop cher. J'aime bien l'entreprise. C'est à nous de dire oui ou de dire non selon le prix qu'on veut payer. J'ai passé pas mal de temps à la rechercher, j'ai fait beaucoup de notes qualitatives sur les slides d'avant, alors qu'avant j'avais beaucoup plus fait des chiffres, parce que de toute façon on n'était pas au prix. Et pour résumer, des points que j'aime beaucoup. Le savoir-faire. Le fait qu'on fasse beaucoup de choses en interne. C'est tout le temps l'analogie que je vous donne par exemple sur Tesla, qui pour moi fabrique beaucoup en interne, ou sur d'autres entreprises chinoises dans l'automobile qui font beaucoup en interne. Et qu'est-ce que vous voulez qu'un assembleur de véhicules qui n'innove pas et qui prend des décisions très compliquées vienne faire face à ça? Et donc j'aime beaucoup qu'Essilor-Luxottica fabrique beaucoup de choses eux-mêmes, et leur marque, leur réseau, leurs usines, ça leur permet de tenir les marges. Et oui, ils dépensent quand même en marketing. Parce qu'à un moment, vous n'avez pas trop de choix, on reste quand même sur des objets qui sont en partie de la mode, même si je pense qu'une grosse partie des ventes se fait sur l'aspect assurance, système de santé, de sécurité sociale. Mais moi, j'aime beaucoup qu'ils fassent des produits. Ça me rassure. Je confirme aussi mon analyse conservatrice, ma demande de décote, et tout de même penser à la concurrence possible et au marketing nécessaire, ce qui du coup me fait dire, n'hésitez pas à mettre des marges long terme raisonnables. Même 13%, c'est très beau. Si vous voulez vraiment faire une grosse décote, mettez-vous, je sais pas, peut-être 10% de marge. Là, vous serez vraiment conservateur. Attention au secteur de la santé qui est en changement profond. L'accès aux patients se fait de plus en plus via des nouveaux modèles. Par exemple, un patient qui n'a pas envie de prendre un rendez-vous dans 3 à 6 mois avec un ophtalmo, de contacter la mutuelle, d'obtenir les prix, de galérer, quoi, il va peut-être juste payer 29,99€ pour se faire les lunettes, je sais pas, quand il est en voyage à l'étranger, ou alors peut-être qu'on se met à déréguler un petit peu ces marchés, et que ça devient beaucoup plus possible pour un commerçant d'aller faire lui-même le diagnostic et de faire des lunettes, et c'est quelque chose qui se fait chez des milliards de personnes dans des pays entiers. Et donc, j'aimerais bien les voir aller sur le système de santé hors assurance, ou plutôt aller régler les problèmes de santé des gens, donc la vue, mais en direct. Je sais pas, innover, faire du diagnostic soi-même, peut-être qu'ils le font déjà dans d'autres pays, dans des magasins où c'est autorisé, ça dépend des pays. Mais j'irai chercher ça dans le qualitatif, je me renseignerai sur est-ce qu'ils travaillent là-dessus, parce que je pense qu'il y a un gros coup à jouer là-dessus. Et ensuite, quand même, pour finir, belle entreprise à dividendes, mature, même s'il y a encore un peu de croissance, des belles marges, on revient sur un prix que je comprends. Moi, j'aime bien le ratio risque-récompense. C'est une très belle entreprise. Pour l'instant, on est juste à un prix où, voilà, pas pressé, elle peut très bien baisser encore, elle peut remonter. Personne ne sait où elle sera dans 30 jours, dans 60 jours. On ne sait pas, on peut être en pessimiste, on peut être en optimiste, il peut avoir une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est assez dur à dire. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, j'aime le ratio risque-récompense, je commence ma position, je la construis dans le temps. Et j'aime bien ce que je vois. Le dividende, il est intéressant, il augmente là depuis plus de 12% par an depuis 5 ans, ils peuvent le payer. Vous êtes sur un rendement qui est pas loin de 2,5. L'entreprise, elle a corrigé, la valorisation est bien, j'aime bien ce qu'ils font, je surveillerai quelques aspects. Moi, je vous le dis, l'aspect qui me gêne le
plus dans mon analyse qualitative que je suis en train de faire, et c'est pas dit qu'elle ira en portefeuille, hein. J'ai déjà plein d'actions en portefeuille, je peux pas tout rentrer, mais ça m'empêche pas de les analyser pour vous, et certains parmi vous veulent rentrer dessus peut-être. Le point que je surveillerai le plus, c'est cet aspect assurance, qu'on se repose sur des systèmes de santé où en gros on peut avoir des grosses marges brutes parce qu'on peut vendre bien cher. Et est-ce que ça va tenir sur le long terme? Est-ce qu'on peut être embêté sur cet aspect réglementation? Je pense que c'est le point qui me bloquerait le plus. Et ce que j'aime beaucoup par contre, c'est l'aspect que c'est de l'industriel, qu'on fait des produits, qu'on a des belles marques, qu'on dépense bien en marketing parce que on est le leader mondial, on arrive à faire des ventes, on arrive à être rentable, et ça j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Vidéo que j'ai pas mal préparée, j'y avais pensé un petit peu depuis quelques temps, parce que jusqu'à maintenant, je vous parlais tout le temps des chiffres sur Essilor. Et vu qu'on est bon sur les chiffres depuis un mois et demi, 2 mois, même un peu plus, mais là je voulais refaire une vidéo parce qu'elle avait touché les 159, et j'ai reçu plein de messages d'un coup. Parce qu'en fait, je pense, on peut regarder graphiquement, mais ouais, c'est là. Vous voyez, elle a cassé les 160 et bam, elle a tapé les 159, et là ça a déclenché des messages, des commentaires et tout, ce que je comprends. Et donc je me suis dit, allez, go en reparler. Moi j'aime bien. J'aime bien le dossier. Je vois des risques dont je vous ai déjà mentionné, je ne vais pas me répéter. Donc ne pas hésiter à peut-être être patient, demander la décote. Vraiment, faites vos valorisations. Euh, Moi je tombe sur un max à 159. Donc vous me connaissez, aimant les bonnes affaires, je vais certainement vouloir la payer moins cher. Si on n'y va jamais, c'est le destin. Si on y va un jour, on en refera peut-être une vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.